C'était il y a plus de 2 ans, en janvier 2020, le congrès des élus de Guyane votait pour un statut sui generis, un statut à la carte sur la base du projet Guyane et des travaux menés par la commission ad hoc. 2 ans plus tard, après cet accord sur la forme, reste maintenant à définir la méthode, la façon de doter la Guyane d'un nouveau statut pour lui permettre, nous dit-on, d'aller vers plus d'autonomie. Des discussions qui seront au cœur de ce nouveau congrès des élus prévu samedi. Pour en parler, nous donnons ce matin la parole à l'opposition avec Boris Tchonksit. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Boris Tchonksit, vous êtes conseiller territorial d'opposition. Vous ferez partie samedi des élus, de la 60aine d'élus présents pour ce congrès et pour discuter, on va dire, de la marche à suivre dans l'avenir statutaire de la Guyane. On se souvient que lors du congrès de 2020, malgré des débats houleux, on va dire, les élus étaient parvenus à trouver un consensus. Est-ce qu'à 3 jours de ce nouveau congrès, vous avez la sensation que ce sera la même dynamique ? Mais écoutez, ce que j'espère, c'est que la majorité des élus qui composent le congrès ont au moins un point en commun, c'est la volonté d'avancer sur ce sujet important. Dire aujourd'hui qu'il y aura un consensus sur tous les points est prématuré, puisqu'il y avait, il y a toujours eu ces derniers mois des points d'achoppement, des points de discussion pour être positifs. Ils seront débattus au congrès, c'est une instance politique. Il y a le comité de pilotage qui a pris la suite de la commission ad hoc, mais gardons à l'esprit que c'est le congrès qui est donc la réunion de tous les élus de Guyane qui a la légitimité pour aborder dans le fond les questions dites politiques qui peuvent être discutées au sein du comité de pilotage. L'arbitrage sera politique. J'ai regardé l'ordre du jour du congrès de samedi. Il y a beaucoup de points qui vont être abordés, des discussions sur l'autonomie, les concertations à venir avec le gouvernement, la création d'un comité de pilotage. Les sujets sont techniques et complexes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement ce qui va être discuté, en quoi va consister en fait cette prochaine étape ? Alors, il y a 7 points à l'ordre du jour. Il y a des points qui sont des points de méthode, comme l'approbation du dernier procès verbal du Congrès, donc j'en parlerai pas. Il y aura surtout des débats qui me semblent importants sur quelle va être la définition et le contenu de l'évolution statutaire et de la méthodologie pour aboutir à cette évolution. Et moi qui ai pris le temps de lire attentivement les rapports qui nous ont été communiqués afin de préparer ce Congrès, il y a un sujet qui me semble assez important de développer, et en tout cas un point sur lequel j'attire la meilleure attention de la population, c'est sur la méthode qui est aujourd'hui proposée par l'impulsion de la majorité à la CTG, présidée par M. Serville et son équipe, sur le sujet de la consultation populaire. Je ne vais pas être trop technique, mais quand même il y a des points de droit qu'il faut aborder. En l'état, la Constitution prévoit dans son article 72.4 que si une collectivité qui relève de l'article 73 de la Constitution, ce qui est le cas de la Guyane, veut une évolution statutaire, il faut nécessairement comme préalable une consultation populaire. Donc les Guyanaises et les Guyanais votent directement sur le projet qui leur sera présenté. Exactement, que la question leur soit posée au suffrage universel en Guyane. Ça, c'est l'état du droit constitutionnel actuel. À l'occasion du dernier comité de pilotage, j'ai écouté attentivement l'assistance à maître d'ouvrage, c'est-à-dire les techniciens qui éclairent les élus, et je comprenais au fil des discussions que l'hypothèse qu'il n'y ait pas de consultation populaire était envisagée. J'ai d'ailleurs posé la question expressément, et l'on m'a répondu qu'en effet, cette hypothèse était sur la table de travail. Donc quand j'ai pris le temps de regarder les rapports qui nous ont été soumis, je me suis aperçu qu'en effet, la majorité actuelle à la CTG, conseillée en cela par l'assistance à maître d'ouvrage nouvelle, puisque lors de cette prise de fonction, il y a eu changement de l'assistance à maître d'ouvrage. Et bien que M. Serville et sa majorité prévoyaient de ne pas recourir à une consultation populaire. Donc ça me surprend, à la fois politiquement, puisque l'on sait très bien que ça avait été un sujet qui avait été débattu, notamment lors des événements de mars-avril 2017, que M. Serville était soutenu par beaucoup de ceux qui étaient des personnes actives dans ce mouvement-là, et que surtout que les accords de Guyane prévoient expressément qu'il y ait une consultation populaire. Donc d'un point de vue politique, j'étais un peu surpris de comprendre que peut-être les Guyanaises et les Guyanais seraient privés de donner leur avis sur l'évolution statutaire de la Guyane. Donc c'était un des sujets qui va être débattu lors du Congrès. Je sais que mon interrogation a été relayée par notamment M. Apouyou, qui est aujourd'hui le président des peuples autochtones. Du Grand Conseil coutumier. Et également par M. le sénateur Karam, qui est un invité d'honneur des travaux du comité de pilotage. Donc
je vais poser la question avec mon groupe de savoir si, en effet, il est prévu de ne pas recourir à une consultation populaire. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que cette hypothèse-là de non-consultation finalement populaire n'est actuellement pas possible et il faudrait une modification de la Constitution pour se priver d'une telle consultation. Alors, il y aura un vrai débat juridique. Et là, ce sont les constitutionnalistes qui seront les meilleurs à même à nous éclairer sur le sujet. Comme je disais, en effet, l'article 72.4 prévoit, quand vous êtes de l'article 73, si vous voulez une évolution statutaire, il faut une consultation populaire. La méthodologie qui est proposée par l'actuelle majorité de la CTG serait de faire une modification en amont de la Constitution pour dire que la Guyane relèverait d'un statut particulier, le statut qui est Pays Guyane, c'est la dénomination qui est choisie, pour finalement, par un tour de passe-passe juridique, s'affranchir de l'obligation de la consultation populaire. C'est une mauvaise idée à vos yeux, il faut absolument que la population soit consultée directement sur ces questions-là. Alors j'ai une réunion avec mon groupe vendredi. À titre personnel, moi je ne comprendrais pas que la population soit écartée de ce débat qui va engager la Guyane pour son avenir. Donc politiquement, il me semble qu'il y a une forme de paradoxe à ce que cette majorité actuelle soit dans cette dynamique-là, alors même qu'ils ont toujours dit que la souveraineté populaire était au cœur de leurs préoccupations et même de leur action politique. Je suis également surpris que les personnes qui représentent le Front, qui étaient les premiers, et à raison, à dire qu'il fallait associer la population lors des mars-avril 2017, qui ont été parmi les signataires de l'accord de Guyane, soient à ce niveau-là assez silencieux. Donc je suis assez curieux de voir quels vont être les débats lors du Congrès, quelles vont être les positions des uns et des autres. Il faudra sortir du bois. Donc consultation populaire, on l'a bien compris, mais ça arrivera dans un deuxième temps en amont. Il y a évidemment toutes les questions qui touchent à cette nouvelle forme statutaire qui a été plus ou moins actée, on va dire, il y a 2 ans. Maintenant, il reste à préciser les choses dans le cadre des fameux articles 73 et 74 de la Constitution française. Vous vous êtes favorable à quelle orientation, Boris Tchonksit ? Alors, il y a une unanimité des élus de Guyane depuis 2017, puisque tous les congrès qui ont eu lieu depuis cette date le résultat était que l'unanimité des élus de Guyane voulait évoluer statutairement vers plus d'autonomie. Oui. Donc là-dessus, il y a un grand consensus. C'est le contenu, les modalités et le processus qui sont encore en discussion. L'évolution statutaire va dans le sens d'un renforcement et de l'amélioration du pouvoir législatif de la collectivité, c'est-à-dire la capacité à édicter nous-mêmes nos propres règles. Les fameuses lois pays. Exactement, c'est-à-dire que nous avons plus d'autonomie sur des domaines qui relevaient de la compétence de l'État, qui reviendraient à la collectivité territoriale de Guyane. Les sujets qui sont à discuter, et c'est pour ça que le dernier congrès prévoyait qu'il y ait une discussion sur le projet Guyane amendé, c'est qu'il y a des points qui sont encore crispants, notamment celui de savoir s'il faut un corps électoral spécifique. Moi, je fais partie de ceux qui ne le pensent pas. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, pour faire un peu de pédagogie, que ne pourraient pas voter tous les électeurs inscrits sur les listes électorales de Guyane en l'état, mais qu'on ferait une sorte de discrimination. Un corps électoral restreint. Exactement, en conditionnant, par exemple, à un certain nombre d'années de présence sur le territoire. Je pense que ça n'est pas une bonne idée. C'est de nature à diviser la société guyanaise. Quand vous êtes en Guyane et inscrit sur les listes électorales, selon moi, vous pouvez et vous devez aller voter. Ensuite, la question des districts, qui est une question un peu tendue avec notamment les présidents des EPCI, qui ne veulent pas voir disparaître ces communautés de communes, d'agglomérations à venir. Là-dessus, il y aura un vrai débat. Et puis la question de savoir s'il faut changer les institutions dans le sens où il faudrait qu'il y ait un président de l'exécutif et un président de l'Assemblée délibérante. Avec cette fameuse gouvernance bicéphale ou monocéphale, vous vous étiez prononcé d'ailleurs, Boris Tchonksit. Voilà. Est-ce que vous partagez d'ailleurs toujours la position que vous aviez l'an dernier lorsque vous étiez dans la majorité ? Il faudra en discuter parce qu'il est vrai que le sujet de savoir si nous avons la capacité de faire des lois pays, d'avoir un petit parlement, entre guillemets, nécessiterait pas d'avoir 2 têtes. Moi, je ne pense pas. Je pense que les institutions sont suffisamment équilibrées pour pouvoir rester en l'état, mais je ne suis pas fermé à ce que l'on me convainque du contraire. Ce que je vois dans le statu quo par rapport aux institutions, c'est qu'il y a une certaine stabilité de la gouvernance. Et vous ne risquez pas, à mesure du temps qui passe, eh bien, que les turbulences politiques fassent qu'il puisse y avoir un jour une opposition entre le président de l'exécutif et le président du Parlement, ce qui arrive au niveau national quand on fait des dissolutions et qu'il y a une cohabitation. Moi, je ne veux pas de ça pour mon pays. Je veux que l'action publique de mon pays soit dynamique.
soit linéaire dans le sens où il y ait une cohésion pour l'efficacité de l'action publique. Donc on va en débattre, mais mon a priori est que le bicéphale n'est pas, à moins que les juristes nous disent qu'il soit obligatoire dans le cadre de statuts qui fassent qu'il y ait des lois pays, je ne suis pour l'instant pas favorable à cela. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe en Martinique, et c'est souvent l'exemple qui est donné pour ne pas reproduire l'exemple martiniquais du coup en Guyane. Les élus martiniquais nous disaient d'ailleurs qu'ils regrettaient d'avoir fait ce choix en amont. D'avoir deux chambres, d'avoir deux têtes plutôt. Ouais. Le président de la CTG n'est pas tout puissant à vos yeux, comme l'avait déclaré Gabriel Serville avant son élection de l'an dernier? Il est l'exécutif. Donc c'est légitime qu'il ait des pouvoirs. Ces pouvoirs ne sont pas dictatoriaux. Il a été élu au suffrage universel. Il faut respecter cette légitimité-là. Après, il faut qu'il y ait, à mon avis, sur les sujets d'évolution statutaire, que l'on déborde du cadre purement exécutif. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu par les textes, mais qu'il y ait une vaste concertation politique, parce que nous engageons le pays au-delà d'une simple mandature de la CTG. C'est pour les décennies à venir. Donc là-dessus, en tout cas, dans l'opposition, nous jouerons notre rôle. Nous serons très vigilants. Quand il y a des choses qui sont positives, nous les accompagnerons, parce que je rappelle, et c'est important de le dire, que l'unanimité des élus de Guyane, opposition, CTG compris donc, est favorable à cette évolution statutaire. Il ne faut pas faire n'importe quoi, donc nous jouerons notre rôle dans cette dynamique de consensus à rechercher. Alors il y a d'un côté les débats guyano-guyanais, de l'autre les débats entre la Guyane et l'État français. Quand on regarde l'actualité, les déclarations qui ont été faites par le gouvernement pour la Guadeloupe en décembre dernier et tout récemment sur la Corse, est-ce qu'il n'y a pas en ce moment une opportunité à saisir pour la Guyane dans les discussions à venir avec l'État français sur cette question de l'autonomie, de plus d'autonomie pour la Guyane? Vous avez raison de parler de l'État, parce que il faut indiquer à vos auditeurs que toutes ces questions d'évolution statutaire ne pourront pas se faire de manière guyano-guyanaise. Bien sûr. Il faut évidemment un consensus avec l'État. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle dans le processus d'examen de cette évolution statutaire, il y a tout un chapitre de la concertation avec l'État qui est indispensable. Sinon, c'est l'indépendance. Et on n'a pas besoin de qui que ce soit. Donc, ce que je crois, c'est que il ne faut pas que l'État se serve des mouvements sociaux qu'il y a eu récemment en Guadeloupe et en Corse pour artificiellement faire croire qu'ils sont favorables à l'autonomie. C'est à l'agenda du gouvernement. Il va peut-être changer à l'occasion des élections d'avril prochain. Donc là aussi, il faut être vigilant pour savoir qui sera président, qui sera au gouvernement, quelle sera la dynamique de l'État. Si c'est le même gouvernement, le même président, on peut imaginer que sa parole publique récente fera en sorte que nous pourrons avancer rapidement. Mais moi, vous savez, je pense que la parole n'engage que ceux qui les écoutent. Ce que je crois, c'est qu'il est de l'intérêt même de l'État que ce sujet avance, puisqu'à terme, il va le rattraper. En tout cas, rien ne se passera avant les élections présidentielles. Évidemment, il faudra attendre plusieurs mois avant d'avoir une... Et puis, il faudra surtout attendre une réforme constitutionnelle à un moment ou à un autre qui suppose soit un congrès à Versailles, soit un référendum. Donc le processus nécessite d'une part le partenariat avec l'État, institutionnel, juridique, et la tenue de ce référendum ou de ce congrès. Puisqu'on parle de l'État français, Boris Tchonksit, où en sont les discussions sur le partage de compétences entre d'un côté la collectivité territoriale et de l'autre l'État français? On sait évidemment que c'est un sujet primordial dans tous ces débats sur plus d'autonomie guyanaise. Mais justement, nous allons vers un processus où nous aurons des compétences qui anciennement étaient dévolues à l'État. Quelles compétences précisément? Sur plusieurs sujets. Sur le sujet de nos ressources naturelles, la délivrance des permis, qu'ils soient aurifères, miniers, la capacité pour nous de prendre des lois qui soient adaptées à notre situation, en termes peut-être d'éducation, en termes de culture. Il y a plusieurs sujets. Et puis la maîtrise du foncier, qui est un sujet majeur. Les accords de Guyane ont acté la rétrocession du foncier. Il faut maintenant que nous puissions légiférer au sens large du terme sur ce foncier pour savoir est-ce qu'on développe telle filière agricole ou autre, que nous ayons finalement la capacité et l'ingénierie juridique de se dire que les élus de Guyane sont suffisamment responsables et matures pour avoir plus d'autonomie de décision sur leur territoire. Comment vous expliquez que ce soit si long, Boris Tchonksit? Les accords de Guyane, ils ont quand même maintenant 5 ans, c'était en 2017. D'accord, il y a eu la crise sanitaire entre-temps, mais qu'est-ce qui fait que ces travaux-là prennent autant de temps? Eh bien, il y a eu déjà les États généraux, il ne faut pas l'oublier. C'est vrai. C'était aussi un des engagements des accords de Guyane. De mémoire, il y a eu près de 60 réunions publiques qui ont été organisées par l'ancienne majorité à laquelle j'appartenais. Plus de 1000 contributions directes, 2000 et quelques contributions numériques. Tout cela a pris du temps.
Ensuite, il a fallu les présenter au Congrès, mettre en place la commission ad hoc. Donc, on nous reproche d'avoir perdu du temps, mais c'est un reproche qui est totalement infondé et qui est surtout, il faut se méfier de ceux qui en font l'usage. Je rappelle que M. Serville est élu depuis le mois de juin 2021. La première réunion du comité de pilotage a eu lieu au mois de janvier ou février, donc 7 mois après. Donc il y a toujours une inertie quand on exerce le pouvoir que l'on n'imagine pas quand on est dans l'opposition. Donc en tout cas, ce qui est certain, c'est que majorité et opposition, nous avons la même volonté. Et ça, il faut que nos compatriotes l'entendent. Celle d'évoluer vers plus d'autonomie, ça c'est la volonté des élus. Moi, je crois qu'on ne peut pas s'affranchir de la consultation populaire parce qu'au final, celui qui doit avoir le dernier mot et celui qui aura toujours raison, c'est le peuple et c'est le suffrage universel. Donc, soyons attentifs à ce qui va se passer samedi sur cette question-là. Le travail, il a été fait, Boris Tchonksit, depuis ces derniers mois, le travail de préparation, on va dire, en vue de ce congrès des élus de samedi. Nous avançons. Le temps est peut-être pas aussi rapide qu'on peut l'imaginer quand on n'est pas concerné par ces questions-là. J'en parle d'autant plus à l'aise que je suis aujourd'hui dans l'opposition, donc c'est pas pour dire que je cherche des justificatifs au fait qu'il y ait plusieurs semaines qui se passent avant que les choses n'avancent concrètement. Donc ça prouve bien que ce sont des choses qui ne se font pas d'un claquement de doigts. Moi, je crois qu'il faut aussi être prudent et nous avions dit qu'un changement, ça se prépare parce qu'il y a des sujets importants comme notamment quelle va être la place de la Guyane dans sa nouvelle évolution statutaire par rapport à l'Europe. Bien sûr. Par rapport aux règles normatives qui s'imposent ou pas, par rapport aux dotations européennes qui sont importantes pour la commande publique en Guyane. Donc il faut évidemment trouver le meilleur calage pour avoir le meilleur résultat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire conserver tous les avantages de l'Europe et en diminuer les inconvénients, et notamment la soumission à des règles européennes qui sont parfois ou très souvent inadaptées à notre territoire. Alors la quasi-totalité, vous l'avez dit, des élus sont favorables à cette évolution statutaire à chaque élection, les territoriales l'an dernier, là il y a les présidentielles, puis les législatives dans quelques semaines. On se rend bien compte que c'est le sujet central. Est-ce que, déjà je suppose que oui, mais est-ce que vous partagez cette conception, Boris Tchonksit, et est-ce que vous avez l'impression que tous les élus, maires, parlementaires, conseillers territoriaux sont investis, on va dire, de la même ferveur en cette évolution ? Alors il faut être clair, il y a beaucoup de thématiques qui sont très techniques. Donc, c'est pour ça qu'il y a une assistance à maître d'ouvrage. Les élus de Guyane ont chacun leurs qualités, chacun leurs défauts. Je crois que ce qui est important, c'est la dimension politique. Au-delà de la compréhension technique des sujets, même s'il est vrai que quand on est juriste, on a plus d'aptitude à peut-être appréhender les problématiques. C'est de se dire que nous allons devoir entrer en concertation avec l'État. Et nous serons d'autant plus pertinents et plus forts que si tous les élus font état d'un consensus politique. Là, je pense que l'État, je ne vais pas dire qu'il n'aura pas le choix, parce que l'État a toujours le choix, il faut être lucide là-dessus, ceux qui disent le contraire abusent de notre population. L'État est souverain. L'État est souvent plus fort que nous. Il est plus fort que les Corses, il est plus fort que les Guyanais. Donc il faut trouver une méthodologie pour le convaincre. Et je pense que ce consensus politique est une des forces de conviction, parce que quand vous avez tout un territoire par ses représentants qui proposent quelque chose, eh bien si vous êtes de bonne foi dans cette évolution vers l'autonomie, ce qu'a rappelé le président de la République, vous n'aurez que de cesse que de chercher ce consensus pour que nous avancions concrètement. Et je crois qu'à l'agenda de la collectivité actuelle, il est prévu donc 2 phases. La première jusqu'au premier semestre, qui est le travail de concertation locale, j'allais dire, puis la concertation avec l'État pour aboutir à un projet qui soit ficelé à la fin de cette année 2022. Je pense que c'est un objectif qui est atteignable, à charge pour nous les élus, à charge pour les membres du comité de pilotage de travailler et de proposer quelque chose qui ait de la consistance pour convaincre l'État. Que la Guyane, que les élus guyanais parlent d'une seule voix pour peser plus face à l'État français, on l'aura bien compris. Merci beaucoup Boris Tchonksit d'avoir été avec nous ce matin et bon congrès samedi. Je suppose que les débats vont être longs et peut-être houleux, on l'espère, pas ? Ils le seront s'il est nécessaire qu'ils le soient. Mais je pense qu'il faut que chacun donne son avis, qu'on ne fasse pas du cinéma, parce que ça fatigue notre population. Mais parfois, il faut des prises de position politiques fortes parce que les sujets sont importants. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.